avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Le 14 octobre 2023, j'ai eu le plaisir de participer à la fiesta organisée par le Wonder Family Gang. Un événement autour de la parentalité avec bien entendu des ateliers très participatifs, des marques, des boutiques et aussi la possibilité de visionner des documentaires réalisés par la plateforme OnSuzanne. Vous savez, la plateforme qui a été créée par F. Simonet. Sur OnSuzanne, vous pouvez retrouver tout un tas de documentaires engagés féministes sur la parentalité notamment, mais pas que. Autour de la diffusion de ces documentaires, OnSuzanne a organisé des tables rondes sur lesquelles j'ai eu l'honneur soit d'animer, soit de participer, et je vous invite à écouter aujourd'hui l'un des échanges. Dans cet épisode, vous allez découvrir une table ronde pour parler de faire famille autrement. Comment est-ce qu'on peut inclure, comment surtout est-ce qu'on peut penser la parentalité et les situations parentales en dehors du modèle hétéronormé. Un enjeu aujourd'hui pour toute notre société. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour cette toute dernière table ronde qui va clôturer du coup la première édition de ce festival qui s'appelle Faire famille autrement. Et pour ce talk qui va durer, je pense, une trentaine de minutes, j'ai le plaisir d'être avec trois invités assez extraordinaires que nous on adore chez OnSuzanne. Je vais vous laisser vous présenter les filles. Peut-être on peut commencer par toi, Léa. En quelques mots, qui tu es, ce que tu fais et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Alors moi, je m'appelle Léa. Ma famille est composée de ma femme, Capucine, et de ma fille, Liv, qui sont devant moi. C'est rare que je parle en face d'elle. Et j'ai un compte Instagram qui s'appelle LéaCR, sur lequel je donne pas mal de conseils sur l'homoparentalité, la PMA. J'édite aussi des livres à destination des couples de femmes. J'accompagne de manière globale les personnes dans leur parcours PMA. Bonjour, moi je suis donc Bertie Zabo. Ma famille est composée de ma femme Laurette et de nos deux enfants, Jules qui a 14 ans et Lily qui a 10 ans, que Laurette a eu avec son ex-femme. Du coup, je suis Belle Mamoun et je suis créatrice de lingerie. Voilà. Et moi, j'appelle Aline Laurent-Maillard. Je suis journaliste et autrice de podcasts et de livres. Dans lequel je parle beaucoup du fait que je suis non-binaire, asexuelle et aromantique et célibataire. Et donc, je ne suis pas en couple. Donc, mon enfant est quelque part gardé par des amis. La complexité supplémentaire. Et j'ai fait notamment un podcast qui s'appelle Bienvenue bébé. Bienvenue avec un point médian, puisqu'on y parle de genre. Voilà, de comment est-ce qu'on peut déconstruire, élever son enfant de façon non pas non-genrée, mais créative vis-à-vis du genre. Merci à vous trois en tout cas. Pour commencer un petit peu ce podcast et cette table ronde, j'avais envie qu'on puisse commencer par parler de la norme, parce que même nous, on a appelé cette table Faire famille autrement. Donc si autrement, ça veut dire que on se détache de quelque chose et de cette norme justement. Je voulais donc qu'on revienne un petit peu sur ça pour savoir quelle est la norme dominante, de quoi on parle et comment vous en êtes sortis en fait justement de ça. Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur ? Est-ce que ça a été une révélation ou pas du tout, très naturel ? J'avais envie de vous entendre peut-être sur ça justement. Alors de mon côté, pour moi la norme et ce que je m'imaginais, en tout cas jusqu'à mes 16 ans, c'était un papa, une maman, des enfants, un labrador. Et à mes 16 ans, j'ai découvert en fait que j'étais lesbienne. Je savais pas du tout, je n'avais eu aucun signe avant-coureur, si je puis dire. Donc voilà, je suis un peu tombée de haut. Mais ce qui a été le plus difficile pour moi, ça n'a pas été d'accepter ça a plutôt été le fait de me dire ok, je sors justement de cette idée un peu magique d'avoir un enfant un peu comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Je me réveille un matin, j'ai la nausée, tiens, je vais faire un test de grossesse. Voilà, ça a été ça qui a été très difficile à déconstruire pour moi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le déclic s'est opéré et que j'ai commencé à avoir ce côté, je sors de la norme et je me rends compte qu'en fait, il y a plein de possibilités. Ça s'est pas fait en une seconde, ça a été un processus quand même assez long et difficile pour moi, mais aujourd'hui je suis très très heureuse de ce chemin parcouru et voilà, et d'avoir fait vraiment famille autrement. Trop bien, un grand merci. Est-ce que les filles voulaient peut-être ajouter quelque chose sur cette question de normes et votre point de vue ? Oui, moi à la base, je pensais jamais avoir d'enfants. Je crois que depuis que je suis toute petite, je disais au monde entier que vraiment les enfants c'était pas pour moi. C'était génial, très bien chez les autres. Mais vraiment, le fait d'avoir un enfant, je sais pas, c'était pas pour moi.
Et alors, rencontrer une femme qui avait déjà des enfants, c'était même pas envisageable. Enfin, je me disais, ça n'arrivera pas. Et bon, j'ai rencontré Laurette, qui était arrivée avec ses 2 enfants. Et en fait, ouais, c'est formidable. Et c'est très mignon. Mais je pense que c'est la meilleure chose. Quand tu veux pas être parent et tu tombes sur des enfants qui te font dire, OK, en fait, ouais, j'ai envie d'être leur parent, c'est quand même trop cool. Moi, j'ai pas tellement l'impression d'être. En fait, c'est plutôt la norme à un moment qui m'a rattrapée. Mais initialement, quand j'étais ado, j'ai jamais visualisé la famille, un papa, une maman, le Labrador, parce qu'en fait, c'est particulier d'être asexuel et aromantique parce que comme on n'est pas poussé, donc c'est le fait de ne pas ressentir ou de ressentir peu d'attraction sexuelle pour l'un et romantique pour l'autre. La découverte en fait de son orientation sexuelle et romantique, en fait, elle se fait un petit peu. On le sait sans le savoir parce on n'a pas tout d'un coup un coup de foudre pour quelqu'un. Et donc du coup, toutes ces années-là, je pense que je le savais sans le savoir. Et donc dans mes projections adolescentes, je m'imaginais avoir un enfant. Enfin, pratiquement tous mes scénarios qui étaient tous complètement débiles, c'était je réussissais par le plus grand des hasards, avoir un enfant seul, sans coucher, quoi. C'était toujours des histoires de gens qui me filaient des bébés. Donc il y a toujours eu ça, en fait, cette compréhension que moi, je ne ferais pas famille pareille. J'adorais les trucs de hippie, donc je rêvais de vivre en commune. Mais en plus, moi, je suis hyper parisienne. Enfin, je suis vraiment quelqu'un de Paris. Donc, si tu veux, l'idée d'une commune à la campagne, c'est pas du tout pour moi. Mais c'était un peu le seul modèle que j'avais d'une vie un peu hors norme. Et puis, il y a un petit moment quand même où je me suis dit... la norme m'a rattrapée vers la vingtaine. Et j'ai eu genre 5 ans où j'ai tout fait, quoi. Je me suis fait augmentation mammaire pour avoir l'air plus d'une femme et essayer de me sentir femme. Je me suis imaginée ayant en couple, pas vraiment hétéro, mais en couple en tout cas. Et puis après, progressivement, j'ai réalisé que ça fonctionnait pas pour moi. Et donc, même à l'époque où je me disais ça, il y avait toujours cette idée que si je rencontrais pas la bonne personne, il fallait qu'à 30 ans, je fasse mon enfant toute seule. Je savais pas que je connaissais pas la PMA et tout, mais je me disais, ça me semblait évident qu'on pouvait avoir un enfant seul, quoi. Mais donc, du coup, pour toi, le désir de maternité, il a toujours été quand même ancré. De parentalité. De parentalité, excuse-moi. N'hésitez pas à me reprendre. Moi, je débarque dans ce monde-là aussi, puisque moi, j'étais hétérosexuelle et que maintenant, je me définis plus comme telle. Donc, je débarque, tu vois, moi, le gros renversement de situation, il est arrivé il y a 1 an. Donc, ça a toujours été quelque chose qui était en toi, en tout cas. Ouais, je pense. Enfin, moi, j'ai une petite sœur qui vraiment est à fond sur les bébés. Et donc, du coup, j'ai toujours eu l'impression d'avoir moins un désir que ma sœur, mais en fait, dès le moment où, dès le lycée et le collège, je me demandais comment j'allais avoir un enfant, je pense que ça prouve qu'il y avait quand même quelque chose, quoi. Un grand merci en tout cas pour vos réponses. Et une autre question que j'avais, c'était est-ce que justement, sortir de cette norme, est-ce que il y a quelque part encore de la violence, même en 2023, en fait, de la confrontation à cette grande puissance hégémonique dans laquelle on vit? Est-ce que vous ressentez de la violence, en tout cas encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a du travail qui reste à accomplir? Moi, sur le côté célibataire, j'ai pas ressenti de violence du tout. Parce que bon, c'est peut-être aussi mon milieu social, le fait que ça semblait évident à tout le monde, en fait, que j'ai un enfant comme ça. Donc, dans mes proches, il n'y a pas eu de violence. Dans l'environnement, il n'y a pas de violence. Il y a la violence d'être éternellement invisible. Dès qu'on ouvre un livre, qu'on lit un site internet, c'est toujours le papa, la maman. Au mieux, les 2 parents. Même dans les livres qui se disent woke, on a juste droit à un petit encadré pour montrer qu'ils sont bien woke, en disant genre, parfois, les enfants ont qu'un seul parent. D'accord, donc vous intégrez les lesbiennes, mais vous n'intégrez toujours pas les célibataires. Mais c'est d'ailleurs aussi ce qui s'est passé lors de l'ouverture de la PMA aux femmes cis célibataires. C'est juste que personne ne pensait qu'il y en aurait autant. En fait, tout le monde a été pris de... Enfin, tout le monde. Le gouvernement, voilà, a été pris de court, mais en fait, c'est juste qu'on nous oublie constamment. Donc la violence, elle est là. Pour moi, la vraie violence que je vis réellement, c'est être parent non-binaire. Et ça, c'est hyper chaud parce que moi, du coup, j'ai fait un podcast avant qui s'appelait Free From Desire, qui parlait de mon parcours de personne asexuelle et qui se finissait sur voilà, mon enfant qui était né à l'époque, enfin qui venait de naître. Et du coup, j'ai pris la parole dans plein de médias. Et notamment, j'étais dans Bliss. Et c'était la première fois, en fait, vraiment parce que c'était sur Instagram, parce que j'avais vachement de gens qui me connaissaient, qui me suivaient, qui suivaient aussi ces posts. C'est la première fois que j'ai vu les commentaires. Parce que sinon, je regarde pas les commentaires. Et là, c'est pas juste que je voyais les commentaires. Les gens me taguaient pour dire « Mais non, mais Aline, elle est super !» Et en fait, du coup, j'ai vu tous les commentaires. Et même sur Bliss, en fait, il n'y avait jamais eu
Elle a été un peu désemparée, Clémentine, parce qu'elle avait jamais eu en fait autant de haine dans ses commentaires. Genre vraiment, c'est la première fois où Je crois qu'on s'en souvient très bien avec Bertie, puisqu'on écoute Bliss, je crois, toutes les deux, et j'étais effarée de voir tout ce qui se disait. Ouais, c'était extrêmement violent avec des gens qui m'ont dit le cauchemar de tous les parents queer, je vais appeler la DAS, quoi. Je vais appeler les services sociaux, ce qui est le cauchemar de tous les parents. Et c'était pas parce que j'étais célibataire, c'était pas parce que j'étais asexuelle, c'est parce que j'ai osé dire que je ne voulais pas utiliser le mot maman pour me décrire. Et ça a fait vriller les gens. Sortir de la binarité papa-maman, c'est genre inconcevable pour beaucoup de personnes. Et pour moi, ça, c'est la violence dans le faire famille autrement, pour moi, c'est mon identité de genre qui pose problème plus que tout. Comment tu luttes contre ça ? J'ai de la chance, je suis hyper bien placée, c'est-à-dire que c'est mon métier, en fait, tout mon temps libre, mon temps de travail est passé à lire tout ce qui peut être, tout ce qui a trait au genre dans la parentalité, dans l'éducation, l'apprentissage du genre, etc. Donc je suis hyper formée sur ces questions. Donc déjà, être formée, ça permet d'avoir ça prend énormément de temps, hein. C'est toujours une charge, moi ça me fatigue, c'est toujours une charge qui nous incombe, en fait, de montrer aux autres qu'on est normal. À la crèche, là, Joe a changé de crèche. Et le personnel, la directrice, quand on a fait le rendez-vous en amont de la rentrée, a été hyper au taquet. Je lui ai dit, on n'utilise pas le mot maman, je suis non-binaire, machin. Elle m'a posé des questions sur la PMA célibataire. Hyper intéressée. J'en ai dit, alors vraiment, ça pose aucun problème. Dans la crèche précédente, on m'appelait soit Aline, soit le parent. Et ça pose aucun problème. Et bien, mine de rien, quelques jours, une semaine avant l'entrée, elles ont demandé est-ce qu'on a un rendez-vous en préalable avec le psy de la crèche pour se préparer. Mais ça venait vraiment d'une bonne volonté. Mais en fait, du coup, moi en plus, j'étais en plein déménagement et tout, donc il a fallu que je prenne 3 heures de mon temps pour venir. Et ils se sont trouvés, je pense, un peu couillons, parce qu'en fait, je veux dire, ils m'ont posé des questions, je leur ai répondu. Ils ont commencé en me disant non, mais parce qu'on pense que souvent les gens, c'était pas comme vous qu'ils ont dit exactement, mais c'était un peu le sous-entendu de genre les gens comme vous. Sont un peu... c'était pas leur terme, encore une fois, mais l'idée, c'est agressif, quoi. On veut tout le temps se défendre, qu'on prend tout mal. Et du coup, j'ai dû leur dire, en fait, non, je pense pas. Je pense qu'en fait, la raison pour laquelle vous avez si peu de parents LGBTQ+, dans votre crèche, alors que vous êtes dans un coin hyper LGBTQ+, avec des arcs-en-ciel peints sur le mur devant la mairie, sur le trottoir, c'est que en fait, les parents sont dans le placard, souvent à la crèche. Et je leur disais, en fait, moi, toutes les personnes non-binaires qui viennent me parler, les parents non-binaires qui viennent me parler, sur Instagram, il n'y en a aucun qui est out. Il n'y en a aucun qui est out à la crèche. Enfin, moi, on parle surtout de ça, mais après, c'est un peu différent, j'imagine, quand on grandit. Et du coup, c'était juste absolument lunaire que je leur ai dit que tout se passait bien, qu'il n'y avait aucun problème, qu'on m'ait quand même fait venir pour me poser des questions, qu'il a fallu que je leur rappelle. Mais encore une fois, je suis hyper privilégiée, c'est mon métier, quoi. Donc du coup, j'avais toutes les réponses. Je leur ai limite cité des études et des trucs comme ça. Et il n'y avait rien d'autre à dire. Et depuis, à la crèche, ça se passe nickel. Jo utilise mon prénom, donc tout le monde suit, en fait. Il n'y a pas de problème. Enfin, c'était juste complètement lunaire. Donc qu'est-ce que je fais ? En fait, je m'informe pour être sûre de pouvoir me défendre. Et puis après, par mon privilège d'être journaliste et autrice, juste, je fais mon max pour écrire. Écrire, faire des podcasts, venir à des conférences. Mais en 1 à 1, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire ? On laisse passer la grande majorité. Enfin, moi, c'est pas pareil d'être lesbienne, mais moi, en tant que personne non binaire, juste je corrige pas les gens. En fait, j'ai pas l'énergie, je sers à rien, les gens vont pas comprendre. Je trouve que c'est quand même un bel exemple de violence, ce rendez-vous, même si ça partait d'une bonne volonté. Et ça me fait aussi penser à cette question du surinvestissement quand on est une personne queer aussi, qu'on doit toujours se justifier, éduquer les autres, etc. Mais on y reviendra peut-être après, parce que j'avais bien envie peut-être aussi d'entendre les filles sur cette notion de violence. Est-ce que c'est un terme, vous, qui vous parle ou pas ? Au sein de la famille, j'ai pas l'impression... Je vois Jules, notre fils, il est au collège, ça n'a jamais été un sujet, même quand il était en primaire. Lily, ça va aussi. Tout le monde est au courant qu'ils ont chacun une maman et en plus une belle mamoune qui traîne dans le coin. Et il y a juste parfois des détails. Par exemple, Lily, l'année dernière, une fois, elle a été pas bien à l'école, elle a demandé à ce qu'on nous appelle. Et la directrice savait qu'elle était de parents séparés. Et du coup, elle lui dit « T'es chez qui cette semaine, chez maman ou papa ?» C'est une école primaire où il y a, je sais pas, 500 gamins, enfin beaucoup moins même, je dis n'importe quoi. 407, merci ma puce. Et enfin, surtout qu'elle avait déjà eu Jules avant, donc elle sait qu'il y a 2 mamans. Et puis c'est pas comme si les familles queer dans l'école primaire, il y en avait 1000, quoi. C'est pas très compliqué de se rappeler. Et Lily lui dit non, j'ai pas de papa.
Et la directrice dit, t'es chez ta maman ou t'es ton papa? Il dit, non, j'ai pas de papa. Et d'un coup, ah oui, mais rien que ça. Enfin, c'est pas compliqué, quoi. Alors, Lily, à ce moment-là, t'avais 9 ans. Ça va, elle est rentrée, elle nous a raconté, genre, c'est un peu relou. C'est pas grave en soi, mais c'est du détail qui fait que juste prenez en considération le fait que, on est une famille et que si c'était, imagine, c'était un gamin, en fait, qui n'avait qu'un seul parent et à qui, non, et moi je pense surtout à tous les parents, à tous les enfants qui ont perdu un parent. Bien sûr, enfin, c'est d'une violence sans nom. Le fait, moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que tout le personnel de la petite enfance et de l'enfance en règle générale s'évertue à utiliser des termes genrés Oui. et à toujours utiliser parents. Il y a un livre que j'adore des États-Unis où dans tout le livre, les autoristes disent the grown-ups, your grown-ups, tes grandes personnes. Et en fait, je pense qu'on a tout le langage à changer parce que Mais bien sûr. ça oublie les lesbiennes, ça oublie les parents célibataires, ça oublie les veufs, ça oublie les enfants qui sont élevés par leurs grands-parents, qui sont élevés. Enfin, moi, je suis juste à chaque fois, je me dis, mais moi, comme vous, je suis dans cette approche par joie, quoi. Mais je pense à tous les autres pour qui c'est pas une situation heureuse. Ouais, et puis Bertie, tu parles de détails, mais c'est pas un détail qui arrive une fois de temps en temps. Parfois, c'est juste plein de détails accumulés qui font que oui, c'est après, ça aussi. la coupe est un peu pleine et qu'il y a des moments où c'est plus facile et c'est ok de reprendre un peu. Et puis il y a des moments où juste on n'a pas envie. Et ça, c'est aussi une réalité. Et parfois, on nous dit oui, mais bon. En gros, contentez-vous un peu de ce que vous avez, ça va. Par exemple, ça y est, maintenant vous allez avec la PMA, nani, nanan. Mais en fait, on peut pas juste des fois récupérer des miettes et puis se dire ça va, on nous donne des miettes, on va pas trop en demander. Et en fait, souvent c'est ça aussi qu'on nous renvoie quand on nous renvoie. Tu parlais de violence. Moi, je trouve que la violence, elle est là aussi dans un côté. Contentez-vous de ce que vous avez, c'est déjà bien. Il y a déjà eu du progrès, donc faites-vous petit et petite et restez tranquille. Et ça, c'est vraiment ce qui est très très difficile, je trouve, dans nos situations. Non, mais c'est sûr, c'est vrai qu'on en vient à se dire c'est cool, ça se passe comme ça, alors qu'en fait, les 3/4 des autres familles vivent les choses de manière très normale et en incluant bien tout le monde, en respectant bien les noms de tout le monde, etc. Et c'est assez, ça peut être énervant. Épuisant aussi. Oui. Et je me faisais une réflexion aussi donc sur quand le personnel de la crèche me dit comment on va vous appeler, etc. Et ça a l'air d'être impensable de ne pas utiliser le mot maman pour me décrire. Mais elles utilisent quoi comme terme pour toutes les babysitters qui viennent le soir? Enfin, juste toutes les grand-mères, les tantes, je mets volontairement au féminin. En fait, c'est ça que je comprends pas. C'est juste pourquoi est-ce que le personnel n'arrive pas juste à utiliser les prénoms ou les noms que veulent les personnes au collège, bien évidemment. On ne parle pas de ça, mais genre pour des enfants, en fait, c'est hyper important de nommer correctement les personnes. C'est pas compliqué puisque parfois il y a 3 personnes différentes, 5 personnes différentes qui vont chercher les enfants et que le personnel de la crèche réussit à gérer. Et moi je suis une personne et là ça cause problème. Mais dès que ça sort du petit cadre, c'est tout de suite perturbant et on voit que les gens ont vraiment du mal à justement péter un peu les barrières de ce petit cadre ou les agrandir ou faire prendre une forme différente aux choses. C'est parfois vraiment très très compliqué. Ouais, non, c'est sûr, c'est compliqué. Et on est en train de faire, nous, Shamsen, un documentaire sur le coming out, justement. Et je parlais avec une autrice qui s'appelle Marie-Clémence et qui me disait, et il y a aussi quelque chose qui est qui prend tellement d'énergie, c'est justement ça, c'est de devoir, limite, en fait, faire un coming out 3 fois par jour, en fait, pour rappeler ça, en fait, à ces personnes qui soit ne font pas l'effort, soit, voilà, ne savent pas. Et en fait, ça prend une charge mentale folle, que ce soit pour... parce qu'elle est en couple avec une femme, donc elle disait pour moi ou pour ma femme et même pour les enfants. En fait, c'est ça finalement. C'est l'enfant qui doit même faire un coming out devant la directrice parce que de nouveau, en fait, elle s'est pas adaptée ou même elle fait juste pas attention, quoi. Donc, et c'est pour ça, je pense que la violence, peut-être que elle est tellement aussi ancrée comme ça. En permanence que peut-être qu'à la fin on s'y accoutume et c'est triste en fait, quoi. Et je pense que oui, la grande majorité des gens je pense que c'est de la peur en fait derrière. C'est ça qui est encore plus flippant, enfin moi qui du coup me fait encore plus flipper, c'est de savoir que les gens qui n'arrivent pas justement à pousser les cases, c'est parce que c'est de l'ignorance, de la peur, quoi. Et souvent, la peur, elle est nourrie par la méconnaissance. C'est pour ça aussi que je trouve que le travail de visibilisation de nos familles, de nos parentalités est super important. Parce que nous, on a vu autour de nous, en tout cas, plein de personnes qui étaient justement dans cette peur, dans cette
cette ignorance et méconnaissance de ces schémas familiaux qui sortent de la norme, et une fois qu'ils ont eu notre exemple, qu'ils ont vu que chez nous ça se passait bien, que notre fille allait bien, que voilà tout roule, ça aide aussi beaucoup. Donc je trouve ça super nécessaire, ce côté visibilisation et prise de parole, comme le disait Aline. Ouais, mais alors, en fait, c'est pas à nous de faire ce boulot. Enfin, je veux dire, nous qui sommes autrices, journalistes, etc., bien sûr que c'est notre boulot de parler des phénomènes de société, etc. Et moi, c'est mon boulot. Mais, ce que je veux dire, en règle générale, c'est pas à nous de faire tout ce boulot. Ça devrait être... C'est écrit dans la loi, en fait. Juste, on n'est pas censé discriminer à la fois les enfants ou à la fois les parents en fonction de leur genre, de leur orientation sexuelle, etc. Donc, à partir d'un moment, il faut que le personnel scolaire, éducatif, soit formé. Les formations, elles existent, mais juste, on le sait que trop bien, elles n'ont pas lieu. Elles n'ont pas lieu, que ce soit l'éducation au genre, à la sexualité, aux relations, je ne sais comment on l'appelle, pour les enfants. Je crois que la moyenne, il devrait y avoir 36 heures dans la scolarité. En moyenne, il y en a 3. Sur les parents, le professionnel n'est pas formé du coup aux autres familles. Ça, c'est encore un autre truc. Et donc, du coup, il y a zéro connaissance. Il y a zéro effort. Et ça, c'est juste pas normal. Cette visibilisation, en fait, elle devrait faire partie des formations auxquelles mais même pas ont le droit, parce que c'est souvent ça, les formations sur le genre. Ça devait être une formation obligatoire, progressivement, de tous les profs pour rappeler quelles sont les familles qui existent, en fait. Juste, ça devrait être aussi simple que ça. Et de montrer des signes aussi pour permettre aux parents de faire leur coming out. Parce que c'est ce que je disais, moi, les commentaires que je reçois de personnes non-binaires et trans, c'est déchirant. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent une violence d'être mégenrés constamment parce que ces parents pensent que ça pourrait leur être nuisible ou être nuisible à leur enfant. Et ça, c'est pas normal. On peut pas accepter que pour des parents, ça soit une souffrance d'aller déposer leur enfant à la crèche, à la maternelle, à l'école. Et c'est vrai que tu me fais penser, en parlant de l'école de manière générale, je repense à un truc. Jules, du coup, est en 3e. C'était l'année dernière, je crois, en cours d'SVT. Le fameux programme sur la reproduction. Et là, c'est le drame. Ton fils te fait réciter sa leçon. Et un papa et une maman ont un rapport. Il y a un bébé. On accouche par voie basse. Et la césarienne, c'est vraiment... Si c'est la catastrophe. Et là, j'ai fait, waouh, ok chérie, alors on va reprendre les bases, ça va pas du tout. J'ai dit déjà, tu devrais dire des parents. Enfin, il y a des personnes, je sais pas, des gens ont envie d'avoir un enfant, ils peuvent faire comme ci, comme ça. Et Jules m'a dit, j'ai essayé de lever la main, j'ai essayé de le dire, et la prof m'a dit que c'était trop spécifique. C'est chaud, quoi. Mais c'est chaud, mais déjà, c'est la façon dont on apprend la reproduction aux enfants, c'est des parents un papa et une maman veulent avoir un enfant. Mais vraiment ? Mais moi, je serais curieuse de savoir la proportion d'enfants qui n'ont pas été voulus, quoi. C'est sûr que nous, au moins, pour le cas, c'est ce que je dis aux enfants, c'était pas un loupé. Ils savent qu'ils étaient voulus et bien voulus, quoi. Mais en fait, je dis ça en rigolant un peu, mais en réalité, je trouve que c'est aussi hyper violent pour tous les enfants qui sont nés un peu accidentellement, même si les parents avaient prévu 3 mois plus tard, c'est quand même un peu, les parents sont pas prêts, etc. Ça envoie quand même un message aux enfants que c'est pas normal d'être né de façon non désirée, alors que en fait, historiquement, c'est toujours ce qui s'est passé, quoi. Et donc, pour moi, c'est tout ça, en fait, faire famille autrement. Quand on parle de ça, faut pas oublier aussi toutes les personnes qui ne font pas partie des normes et qui l'ont pas choisi. Et moi, je suis hyper contente de voir qu'on parle vachement, on prend vachement la parole. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression de plus en plus. En revanche, j'ai jamais vu une seule conférence sur j'ai eu un enfant par accident, mon partenaire est décédé, c'était un gros connard et je veux pas le revoir. Comment je fais pour mentir à mon enfant ? Enfin, tout ça, en fait, on n'en parle pas. Et c'est autant d'enfants qui après, du coup, vont grandir avec cette idée qu'ils ne sont pas normaux, ces enfants. Et c'est triste aussi, quoi. Ah non, c'est sûr, et ça revient, je pense, à ce narratif, en fait, tu vois, de les enfants, on les veut, etc., alors qu'en fait, c'est juste une version de l'histoire parmi tant d'autres. Mais justement, tu vois, quand tu dis, Aline, qu'il faudrait ces enseignements, qu'on puisse éduquer, en fait, le personnel à l'école, etc., je te suis évidemment 100%, mais en fait, pour moi, il faut une révolution même aussi dans l'audiovisuel, dans la manière de produire les films, dans la manière de produire de contenu, pour que les nouvelles histoires en fait puissent émerger. Parce qu'on parlait tout à l'heure des livres. Ça change. Moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus quand même. Hein. Pas en France. Pas en France. Tu vois. En France. Attends, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu un truc il y a pas longtemps, une série Apple TV+ qui s'appelait Foundation, où effectivement, donc c'est dans le futur très 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 lointain.
Et voilà, il y avait deux familles, une famille gay et des parents gays et je sais plus trop quoi d'autre. Si on prend de l'autre côté Sex Education aussi, on a pas mal vu, surtout la saison dernière, les deux mères de Jackson qui montent leur petit livre. Bon, elles ont pas hyper bien géré clairement leur racontage d'une histoire, mais le livre, quand j'ai vu le livre. Ça fait penser au livre de Bambadam Édition. On y a beaucoup pensé. Mais moi, ce que je trouve problématique avec ma femme, on était devant Sex Education il n'y a pas longtemps et on s'est dit, oh non, même là, on tombe là-dedans. C'est qu'à chaque fois que pour le coup, il y a un couple de femmes, dans le game, il y a forcément un mec. Et donc là, c'était encore ça. Ou alors, soit les lesbiennes meurent, soit il y a un mec, soit elles partent avec un mec. Bon, finalement, elles finissent par se remettre avec une femme, mais on ne sait pas trop. Mais il y a toujours un truc comme ça. Et je me suis dit, mais non, mais même Sex Education, ils sont tombés là-dedans. Et j'étais un peu déçue que cette représentation soit celle-là. Mais effectivement, qu'on puisse pas faire famille, genre juste être. Voilà. Tu rencontres ta femme, tu es heureuse. Et il n'y a jamais de PMA. Aussi. Non. La PMA n'existait pas. Il y a The L-Word que moi j'ai découvert il y a 4 mois. Oh mon Dieu. Oui, félicitations. Tu dois être en folie. En folie totale. Il me reste 8 saisons. Je suis ravie. Trop de chance. J'aimerais trop essayer d'être une novice pour regarder. Là, mais putain, mais pourquoi j'ai jamais été j'ai entendu parler de ça quoi. Genre mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est la base. Tu vois, c'était pas arrivé jusqu'à mes oreilles de Normande quoi. Les hétéros ne connaissent pas, à moins d'avoir des potes lesbiennes ou queer, les hétéros ne connaissent pas. Voilà. C'est bon, tu es officiellement parmi nous. Je trouve quand même que ça change. C'est pas parfait, mais je trouve qu'on commence à être visible. Et je pense aux gamins, par exemple, Élité aussi. Il y a beaucoup de choses dans Élité, mais il y a Élite, mais il y a notamment un couple lesbien. Et je crois qu'elle parle de leur PMA dedans, si je me rappelle bien. Donc on commence à voir quelque chose. En tout cas, les ados aujourd'hui en voient. Et ne savent peut-être pas comment les enfants sont arrivés. Et peut-être que c'est arrivé par des chemins. Détourné, mais en attendant, c'est des gens qui voient que c'est possible. C'est beaucoup plus riche que ce qu'on avait nous. Ça n'a rien à voir. Et c'est plus fluide aussi. Enfin, ils savent qu'il n'y a pas un spectre précis et que tu peux jongler, avancer, voir comme tu veux et voilà. Et que tout est possible. À la limite, j'ai envie de te dire, le fait qu'il y ait des mecs de temps en temps, ça permet aussi de rendre visibles les bisexuels et les pansexuels et toutes les personnes fluides. Et c'est pas mal aussi, parce qu'à notre époque, on avait des lesbiennes où il n'y avait rien. Non, c'est clair, mais tu vois, moi je déplore aussi que moi, j'ai un fils qui a 3 ans, donc on lit pas mal d'histoires et que. Pour le coup, je trouve que là, en tout cas dans les livres d'enfants français aujourd'hui que tu achètes dans les librairies, etc., mais là, c'est niveau 0, quoi. Ou alors je ne les ai pas trouvés. Les éditions On ne compte pas pour du beurre, elles font des super trucs. Et quand même ça, moi je trouve qu'il y en a vraiment de plus en plus. Après, effectivement, c'est peut-être pas abordable et disponible partout. Il faut un peu connaître et voilà. Mais il y a de plus en plus de recensements. Le camping-car de mon papy. Oh, c'est mon livre préféré. À chaque fois que je lis, je pleure. C'est sur c'est un enfant qui parle à son grand-père. Donc ça, c'est français. C'est une grande maison d'édition. On le trouve partout. Et c'est un enfant qui parle avec son grand-père et il lui raconte toutes les aventures qu'elle faisait avec son papy parce que du coup, le grand-père était gay. Les vieux gays. C'est trop mignon. Déjà, c'est des papys gays, des hommes âgés. Ça parle aussi du coup de deuil et de plein d'autres choses. Mais moi, c'est mon. Et en grands-parents, il y a aussi Papy Chache et On ne compte pas pour du beurre avec une grand-mère trans. Voilà. On n'oublie pas les grands-parents. On sera des grands-mères. Souvent, avec ma femme, on se dit mais un jour, on sera peut-être des grands-mères. Peut-être pas. Peut-être. Et on sera des grands-mères lesbiennes. Trop stylé. On a hâte. Mais oui. Mais nous, on a trop hâte. Genre, j'ai trop hâte d'être mamie B, quoi, avec les petits gamins. Allez, hop, c'est parti. Lily, elle est prête. Non, mais c'est sûr. Et en tout cas, c'est ce que je remarque aussi. C'est aussi encore une fois. Justement, tout à l'heure, on a évoqué très très rapidement ce surinvestissement. En tout cas, quand on s'identifie comme personne queer, c'est justement aller chercher du contenu qui nous ressemble. C'est aussi éduquer les gens autour de nous, alors que c'est pas forcément notre place. Sauf qu'aujourd'hui, je vois pas comment est-ce que les choses peuvent vraiment changer sans ça, malgré tout. Et du coup, je parlais avec justement Marie-Clémence pour Coming Out, et elle me disait que elle, vraiment, même dans l'éducation avec ses enfants, elle avait l'impression de se surinvestir parce que, en fait, c'était 2 fois plus dur aussi si jamais ça se passait mal, qu'elle avait peur que les autres autour d'elle lui tombent dessus et lui disent, voilà, tu vois, CQFD, ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, du coup, elle se mettait une grosse pression et parfois, c'était un peu difficile aussi et qu'avec le temps, on apprenait à composer, quoi. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi? Moi, je sais que oui. Surtout en place de... Vu que je ne suis pas... mère à la base des enfants, que je suis arrivée après, je sais que c'est une place où je me suis longtemps sentie
très observée sur est-ce que, le rôle de la belle-mère, c'est un peu le rôle ingrat. Hein, c'est voilà, on n'est jamais très très bien vu à la base. Mais au final, je me suis mis beaucoup de pression à être sur tous les fronts, à tout gérer, à tout savoir, connaître tous les noms de tous les doudous de Lily, d'être au taquet. Et puis en fait, après, tu let it go au bout d'un moment, et tu trouves juste ta propre place à toi et la place que les enfants te laissent, et c'est quand même vachement mieux. Mais ouais, très très observé, franchement. Moi, au départ aussi, pas longtemps, mais j'ai eu un peu ce truc-là. Et très, très vite, ça m'est passé. Parce que je trouve que déjà, quand on devient parent, on a vite déjà cette pression de devoir s'occuper de ses enfants correctement, etc. Et je me suis dit, en fait, si tu en rajoutes globalement à la famille, on va pas s'en sortir. Et j'étais aussi très vite très assurée dans mes choix, dans ma famille, dans la façon dont on avait fait famille. Je me suis sentie très 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 vite à l'aise, et je me suis dit, en fait, même si quelqu'un me dit ah mon Dieu, mais c'est parce que t'es lesbienne et t'es avec une femme que ton enfant, il y a ci ou il y a ça. En fait, je me suis dit que si on me disait ça, ça ne m'atteindrait absolument pas. Donc à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, en fait, meuf, arrête de te coller la pression. Juste deal avec ta pression de daronne habituelle. Ce sera bien, bien suffisant. Et voilà, je me sens un peu inattaquable sur ce sujet-là. Je sais que ce qu'on pourrait me renvoyer me glisserait dessus. Donc à partir de là, pour moi, c'est passé. Ouais, non, moi je m'en fiche absolument. Aline, bam. J'adore. Non, il y a plein de moments où je me dis, les parents vont penser que je suis un mauvais parent parce que je suis du genre à laisser mon enfant vadrouiller partout. J'ai peur que les gens m'embêtent sur ça. Mais alors vraiment sur la question du genre ou des trucs comme ça, ils vont penser ce qu'ils veulent penser, les gens, en fait. C'est pas mon problème s'ils sont cons, en fait. Donc je sais que je serai un bon parent et que ce sera pas le même bon parent qu'un autre parent. Enfin, moi, je suis très, très relax comme parent. Et je pense que c'est bien que mon enfant touche à tout et on se lavera les mains le soir. Et je sais qu'il y a d'autres parents qui pensent que pour ça... pas d'autres parents, d'ailleurs, d'autres gens qui m'ont déjà dit non, mais ça va pas, Aline, faut que tu laves les mains plus souvent, faut que tu cries plus souvent sur Joe, faut que tu lui mettes plus de limites. Et en fait, le truc avec les parentalités, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour trouver que vous êtes un mauvais parent. Donc, en fait, on gagne jamais. Donc, j'ai décidé que je m'en fichais. Ok, trop bien. Un grand merci pour vos réponses. Moi, j'aurais juste une dernière question, et après, je propose peut-être un petit échange avec le public, parce que je voyais des petits talks là. Donc, s'il y a des réactions, c'est chouette. C'est une question qu'on pose aussi dans Coming Out, dans le docu. C'est si vous étiez ministre des familles, quelle serait la première mesure que vous prendriez directement en faveur des familles queer? Pas facile. Alors moi déjà, je mets tous les formulaires à plat et j'arrête les formulaires mère-père. Voilà, on reprend tout et puis on met juste parent 1, parent 2, parent 3, parent 4 même dans certains cas. Voilà, et on commence déjà par ça. Ce serait très bien. Moi, je crois que j'autoriserais tout le monde à faire un bébé s'il veut. Que ce soit une personne femme, trans, un homme trans, une personne non binaire, n'importe. Voilà, tu veux faire une famille, tu peux faire une famille, mais que ce soit génétiquement parlant ou en adoption. Parce que je sais que ça aussi, c'est un grand sujet. Dans la théorie, les couples gays ont le droit d'adopter, ou les hommes seuls. Je parle surtout d'eux parce qu'en vrai, j'ai des amis qui attendent toujours. Et on leur dit clairement que mais non, mais le jour où ce sera un adolescent, il vous intéressera? Pardon? Ça arrive à un ami à qui on a dit ça. Il a dit, mais en fait, déjà, je suis prof d'allemand, donc de base, je vois des adolescents toute l'après-midi. Et puis, je suis homosexuelle, pas pédocriminelle. Et on a eu les fameux aussi... en fait, les conseils d'adoption sont gérés par des associations. Ça fait très peu de temps, par différentes personnes, mais notamment par des gens, personnes pas du gouvernement, mais des autorités oui, en charge. Je crois que c'est par département ou région. C'est la région. Donc voilà, donc Île-de-France, par exemple, on a Pécresse et tout ça, donc on a des gens hyper à droite. Il y a aussi des personnalités, il y a aussi des personnalités associatives. Et en fait, jusqu'à très récemment, il y avait personne en fait qui représentait les familles LGBTQ+. Ce qui fait qu'on avait des gens qui nous sortaient, ça c'est il y a quelques années, mais c'est toujours de vigueur. On donne parents atypiques, on donne des enfants atypiques. Donc on donnait que des enfants handicapés aux parents LGBTQ+, qui en général sont ravis en fait dans tous les cas d'avoir des enfants. Mais c'est pas normal en fait qu'on ait un traitement différentiel. Et les stats en plus l'ont prouvé. Je crois qu'il a fallu attendre 4 ans, si je me trompe pas, pour que un couple homo adopte un enfant après la légalisation de l'adoption. Et on rappelle aussi
que la PMA n'est toujours pas accessible aux personnes trans. Oui, c'est ça, c'est honteux en fait. Voilà, C'est juste, en fait. si on veut faire famille, on fait famille. En fait, point. on dit qu'il n'y a pas de discrimination, etc. Sauf qu'en fait, littéralement, dans les textes, il y a une discrimination qui n'est basée sur absolument rien. En fait, cette interdiction aux personnes trans d'avoir des enfants, c'est juste on veut pas que ces personnes aient des familles, on veut pas que ces personnes... je sais pas si l'objectif, c'est juste de faire en sorte qu'on soit malheureux, que juste on se dise, bon, bah, je vais pas transitionner parce que comme ça, je pourrais avoir une famille. Enfin, je sais pas quel est Peut-être qu'ils pensent que c'est génétique aussi. Non, juste... Je sais pas, à un moment Donc, donné. Ouais, donc je suis d'accord avec tous vos points. Je pense qu'effectivement, c'est hyper important qu'on réellement et concrètement qu'on ouvre la possibilité de faire famille à tout le monde, mais aussi dans tout ce qui est l'accueil des parents, des enfants qui sont nés par GPA à l'étranger, des parents, je sais pas, tous les cas de coparentalité, polyparentalité, coparentalité choisie par exemple, de, je sais pas, un couple de lesbiennes et un mec gay par exemple. En fait, ça c'est toujours légalement hyper compliqué. Enfin, juste, il n'y a pas de statut. En fait, au mieux, on peut avoir le statut enfin, le même statut qui est donné pour les beaux-parents, mais ça ne va que pour un seul parent. Et bien sûr, c'est pas comme être le parent. C'est juste, ça se rapproche, tu peux prendre toutes les décisions. Et c'est révocable. Alors que et c'est révocable. C'est la grande différence aussi. Et on peut pas donner son nom, et on peut pas donner son héritage. Et si on veut adopter, il faut attendre les 18 ans. Et puis, c'est qu'un seul parent. Donc, en fait, si on a deux couples qui font coparentalité ensemble, par exemple, ou, soyons fous, des trouples, soyons fous, des gens en polycule ou je ne sais quoi, ça c'est pas possible. Donc du coup, comme vous avez déjà toutes choisi quelque chose, moi je vais choisir un autre truc. La première chose que je ferais, je pense, c'est juste d'éduquer le personnel, mais pas juste éducatif, c'est vraiment de la petite enfance aussi, c'est les maternités, etc. C'est pas un truc qui devrait être accessoire en fait, c'est facultatif, ça devrait être obligatoire. Tout le monde, pour avoir, je sais pas, ces subventions, ces machins, tout le personnel devrait avoir en fait une formation. C'est juste le minimum du respect en fait, et ça s'appelle en fait créer les bases pour apprendre l'égalité aux enfants. Au-delà de, même si on s'en fout des parents, mais alors au moins intéressez-vous à ce que vous apprenez aux enfants en leur montrant le modèle, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou pas forcément des questions, mais Bonjour, je vis pas vos sujets. Non, j'allais dire je suis pas concernée, mais dans le sens où je les vis pas. Par contre, je suis infirmière dans un service de réanimation néonatale. Et depuis que la PMA est enfin ouverte pour toutes, du coup, ça nous arrive souvent d'avoir des couples de femmes qui ont un bébé. Parfois, on a même des trouples, donc 2 femmes, 1 homme. Et en fait, je rebondis sur ce que vous disiez sur l'éducation des soignants aussi. Parce que nous, on le voit tout le temps et on entend des aberrations. Ils donnent des numéros aux parents. Tu vois, genre maman numéro 1, maman numéro 2. T'es là, genre, non, ça passe pas. C'est des services fermés parce que c'est des services de réa. Donc, du coup, c'est autorisé que aux parents de rentrer. Quand on se retrouve avec 3 parents, ils se posent la question, du coup, qui est-ce qu'on laisse pas rentrer? On est là, ils rentrent tous. Ils font, ouais, mais non, normalement, c'est pas plus de 2. Bah oui, mais il y en a 3. Il y a 3 parents, c'est comme ça, quoi. Et je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut aussi, du coup, former tout le monde et même du coup, ça va même jusqu'aux soignants, quoi. Ça va carrément jusque là, parce que c'est vrai que parfois on entend des trucs. Alors, je suis hétéro et je suis avec un mec. On est dans une famille genre complètement classique. Et le fait est que quand j'entends ce genre de trucs, franchement, moi, ça me fout sur le cul. Et quand j'essaye de dire aux collègues, en fait, il n'y a pas genre maman numéro 1 et maman numéro 2. Elles répondent tout le temps genre, ah non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais déjà, merci d'essayer. Parce que c'est hyper soutenant pour nous qu'il y ait des personnes, même pas concernées, donc de très bonnes personnes alliées, qui nous aident aussi là-dedans et qu'on n'ait pas, nous, à faire ce travail, et qu'il y ait juste des personnes qui trouvent ça normal et qui disent, OK, peut-on faire autrement ? Ouais. C'est déjà super, donc merci pour ça. Ouais, et du coup, comme nous, on ne vit pas ça, par contre, c'est quelque chose qu'on essaye de transmettre à notre fille. Et du coup, merci pour les recos de bouquins. Surtout que la mienne, c'est vraiment une grosse fanatique de bouquins. Et nous, celui qu'on lui lit, mais du coup, je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que comme moi, je suis en dehors de ça, je ne sais pas vraiment si au final, ça va ou pas. Mais nous, on lui lit un bouquin qu'elle aime beaucoup qui s'appelle « Toutes les familles de mon village ». Ouais, il est très cool celui-là. Ok. Enfin, moi, je le trouve cool. Aline, tu connais ? J'ai reçu beaucoup de bouquins
quand Jo est né, avec, T'as pas encore tout lu. avec les familles hétéros, les familles mono, etc. Bien sûr, les parents non-binaires ou trans n'existaient pas dans ces bouquins. Et j'étais là, genre, c'est super, mais en fait, c'est pas à nous qu'il faut offrir ces livres. Parce que déjà, j'en ai pas besoin de 3 copies. Puis ceux que j'ai reçus, en plus, je les ai trouvés assez moyens. Juste, en fait, il faut que les personnes, on a besoin de livres qui soient bien écrits, dans le sens écrits par des personnes dont c'est le métier, et pas juste des parents LGBT qui se sont dit, il faut que je fasse un truc pour mon enfant. Et puis, c'est pas vraiment nous qu'on avons besoin, parce que, enfin, moi, j'ai l'impression que ce genre de sujet, je l'aborde déjà avec Jo, en fait. Et j'ai pas. Peut-être que je me trompe, et peut-être que plus tard, j'en ressentirai le besoin. Et pour l'instant, je suis capable de gérer ces discussions avec mon enfant, de lui expliquer, il y a 1 parent, 2 parents, 3 parents. En fait, ces livres, ils devraient être dans les. Mais ça, je suis d'accord. Et moi, c'est un conseil que je donne souvent quand on me demande sur Insta ou ailleurs ah, bah, nous, on est une famille hétéro, qu'est-ce qu'on peut faire pour être alliés, etc. Bah, justement, je dis toujours ça, mais passer par la littérature, ça, c'est génial, en fait, pour montrer la diversité et toutes les possibilités à votre enfant, ce qui en fera une petite personne alliée aussi, qui trouvera pas ça étrange qu'il y ait un enfant dans sa classe qui a, je sais pas, voilà, un couple de mamans ou un seul parent, etc. Et ça, c'est très, très, très important. Je vais faire une mini autopromo. Dans Bienvenue bébé, on a un épisode qui est dédié à la littérature. Donc là, c'était plutôt sur comment apprendre aux enfants qu'on n'a pas nécessairement un garçon et une fille, c'est pas 2 êtres qui vivent sur des planètes différentes. Mais du coup, on avait... j'ai oublié son prénom, c'est quelque chose que je dis beaucoup. J'ai oublié, j'ai un enfant de 2 ans et une mauvaise mémoire. Enfin bref, une des co-créatrices de On ne compte pas pour du beurre, qui a parlé en fait de son métier, de comment ses livres étaient distribués, de pourquoi est-ce qu'elle faisait ça. Donc si vraiment le sujet de la littérature inclusive, ça vous intéresse, et de la façon dont elle est reçue par les enfants et les adultes, où est-ce qu'elle est placée dans les bibliothèques, pas dans les bons rayons, je vous le recommande, cet épisode. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais sur l'hôpital. Moi, quand j'ai accouché, j'ai fait appel à une doula. Parce que quand j'allais pas accoucher seule, et en fait se pose la question quand on est célibataire de qui on amène avec soi. Sauf que on a le droit à une seule personne pendant toute la période qu'on passe à l'hôpital. Moi, j'y ai passé 7 jours parce que Jo avait décidé de prendre son temps pour sortir, donc voilà, j'en ai attendu 3 jours. Et en fait, le truc, donc voilà, j'avais fait appel à une doula qui du coup était aussi là pour s'assurer que personne ne m'appelle maman pendant l'accouchement, pour que personne ne genre Jo à la naissance, qui pour moi aurait été triggering, quoi. Genre ça m'aurait gâché mon moment. Et donc ça a super bien fonctionné d'avoir une personne qui jouait l'allié. Et vraiment, on peut juste, je le répète, hein, mais c'est hyper important d'avoir des alliés. Donc si vous êtes pas concerné, n'hésitez pas à en parler. Après, en revanche, le problème d'avoir que 2 personnes, c'est que en 6 jours, quoi, à un moment, j'ai fait rentrer ma sœur en scred parce que déjà ma mère, ça faisait genre ma mère de 65 ans. Heureusement, j'ai une mère à la retraite, donc qui peut se permettre d'être avec moi. Mais si j'avais pas de mère à la retraite, plus j'ai qu'un seul parent, pour le coup, pas volontairement. Comment est-ce que je me serais organisée, en fait tu peux pas avoir pendant 6 jours des potes qui viennent. Donc on a besoin de gens qui se renouvellent. En fait, c'est pas ce qui est autorisé par l'hôpital à l'heure actuelle. Et il y a quelqu'un vraiment, quand elle a vu ma sœur, qui a fait genre mais vous ne devriez pas être là. Elle a fait genre écoute, ma mère elle est en train de chialer, elle a cru que j'allais mourir, que sa fille allait mourir en couche. C'est bon, quoi. Et voilà, et ça c'est vraiment important, en fait, je pense aussi de faire ce travail. Je voulais rebondir sur le sujet des histoires qu'on raconte et des représentations dans les livres, parce que vous l'avez pointé, il y a vraiment un problème. Mais moi, quand j'ai eu Alma, j'ai découvert ce problème, la boîte de Pandore, et j'ai compté. Et selon l'INSEE, il y a 32% des enfants qui vivent dans une famille extraordinaire, donc non nucléaire, et il y a moins de 1% des livres qui les mettent en scène. 32%, 1%, on est sur un vrai sujet, en fait. Et les livres qui en parlent ne sont pas toujours bons. C'est-à-dire que souvent, c'est pas fait par les personnes queer, donc il y a un vrai sujet. Par exemple, Violette a 2 papas, ça commence par « Est-ce qu'avoir 2 papas, c'est une maladie ?» Du coup, ambiance. Voilà. C'est horrible. Et après, ils déconstruisent. Mais en fait, il y a du taf du coup derrière après. Non mais voilà. Et ils déconstruisent après. Mais c'est ça le problème aussi, c'est genre les livres ne font qu'on déconstruire des trucs que les adultes pensent. Exactement. Sans se réaliser que les enfants ne pensent pas ça. Et Ok. donc ils mettent l'idée dans les enfants, dans la tête des enfants, qu'il y a des problèmes. En fait, ce que j'adore dans Ne compte pas pour du beurre, et c'est pour ça que j'en parle tout le temps, c'est que intégré, c'est un non-sujet. C'est normalisé. C'est des histoires qui ne parlent pas de parentalité LGBTQ+, ou de genre, ou je ne sais quoi. C'est juste des enfants qui vivent des histoires, et il se trouve, ces enfants ont 2 mamans, ont une grand-mère trans, ou je ne sais quoi.
Même mes deux mamans de Talent Haut, tout le monde a adoré ce livre. Et moi, au début, je me suis dit, c'est super, c'est un chouette livre. Mais ça commence quand même par c'est laquelle ta vraie maman. Garder ça en tête, bien lire les livres avant. Et ok, il y en a de plus en plus, mais ils ne sont pas toujours bons. Et parfois, ça nous dessert. Et pour ces histoires de naissance, là, comme tu disais, Bertie, sur le fait que c'était un papa et une maman, un enfant qui naît naturellement et pouf, tout se passe bien et c'est par voix basse. Et ça rend fou. Et c'est voilà, moi, j'ai décidé de me battre contre ça. Et je fais ça à longueur de journée, essayer de changer les histoires. Il faut vraiment que toutes les histoires soient alignées et qu'il n'y en ait pas une qui soit l'histoire sacrée et les autres des petits accidents. Mais ça, on a le pouvoir sur la façon dont on raconte les histoires et c'est quelque chose aussi dont plusieurs personnes parlaient dans mon podcast justement de comment est-ce que, encore une fois, c'est un travail qui nous incombe, mais pas que nous, personnes LGBTQ+, aussi pour les parents hétéros. Il y a plein de façons dont on peut avoir un livre qui est pas ouf et changer l'histoire. Et en fait, les 6 premières années, à moins d'avoir un enfant prodige, les 6 premières années, on a un certain contrôle qui permet de réécrire nous-mêmes les histoires. Mais nous, pour les ouvrir. Tu vois. Voilà. Mais j'aimerais bien que les livres changent pour eux aussi et les autres. On est d'accord. Les moldus, comme je les appelle. En attendant. Voilà. Je sais que souvent pour les enfants de mes sœurs, de potes ou quoi, quand on doit acheter un livre, avec Laurette, on va choper directement un livre avec une famille queer ou quoi que ce soit. On ne laisse pas le choix en fait. Le petit humain se retrouve avec l'histoire... Des fois je veux faire ça et ma femme elle me dit... Ah non, mais moi, Lo, à chaque fois, elle y va. Elle dit, oh, bah tiens, il y avait ma maman, tu sais, où ça commence par moi, je vis avec une maman super forte. Je sais plus comment ça s'appelle. Et tu vois, la meuf, elle est tatouée, machin. Voilà. Ah ouais, il est charmé. Oui, celui-là, bah, je crois qu'on l'a offert plein de fois. Ma maman est bizarre. Oui, ma maman est bizarre, voilà. Et tu sais, t'es là, genre, allez hop, bonne lecture. Mais justement, je crois que ça y est toujours dans le podcast, ou peut-être que ça a été coupé. Il y avait cette question de... Enfin, je pense que je ne suis pas la seule à parfois avoir peur qu'on me prenne encore une fois pour cette militante qui en fait toujours trop parce que je viens qu'avec des livres avec des familles queer. Et la personne que j'avais interviewée, dont je me rappellerai après la table ronde du prénom et du nom, elle me disait, mais en fait, si vous offrez le livre et que les gens ne sont pas contents, demandez-leur pourquoi. Et en fait, ils vont se retrouver complètement démunis en fait parce que c'est juste une histoire qui représente en plus, enfin moi à chaque fois je me dis bah c'est juste ça me ressemble quoi, donc ça aidera ton enfant à comprendre ma famille et vraiment je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir honte d'offrir des cadeaux LGBTQ+ quand on est LGBTQ+, parce que si nous on le fait pas en fait, qui va le faire? J'espère que ma femme t'entend. Et puis voilà quoi, enfin je sais qu'après les enfants ils sont contents de les avoir et on s'en fout en fait s'il y a des parents qui sont pas contents et qui nous prennent pour des relous. En fait, on est relous quoi. Parce qu'en fait, on veut l'égalité. Waouh. Juste une petite remarque, merci beaucoup. Alors moi, je suis dans la même situation que toi. Je suis hétérosexuelle, mariée. Mais vous inquiétez pas, hein, on vous aime bien. Merci. Mais du coup, je voulais vous remercier parce que je trouve que vous apportez, enfin. Voilà, toutes les minorités, mais de rien, auxquelles vous faites partie, vous apportez beaucoup, je trouve, dans la réflexion sur la parentalité et qu'on trouve moins chez les couples traditionnels, si je puis dire. Et juste sur la question du genre, c'est vrai que moi, je suis enceinte de 7 mois, de mon premier. Et ce qui me frappe dans les parents, les jeunes parents ou les parents à venir, c'est que finalement, la première question du genre qu'on se pose, c'est le genre de l'enfant qu'on a dans le ventre. Et nous, on a décidé avec mon mari de pas connaître le sexe parce que énorme surprise et plus belle surprise qu'on peut avoir, mais aussi parce que ça nous permet de moins nous projeter dans quelque chose de genré. Et en fait, en parlant, je me suis rendu compte que c'était un choix qui était très peu courant et qu'il y a énormément de parents du coup qui veulent connaître le sexe de l'enfant avant, et même beaucoup de parents qui m'ont dit mais en fait je sais pas comment vous faites parce que moi je j'aurais pas pu me projeter sinon. Et de vraiment sentir et d'avoir ce discours de tant que j'ai pas su le sexe, en fait, c'était pas tangible pour moi et c'était pas. Donc je trouve que c'est déjà le premier conseil à donner avant même la naissance de l'enfant, c'est de dire aux gens, mais attendez votre enfant, quel que soit le sexe, et laissez-vous cette liberté de découvrir, parce que même par suite, ça vous aidera à l'élever de manière plus ouverte, quoi. Je vais refaire mon autopromo, du coup je suis un peu obligée parce que c'est le point de départ de mon podcast Bienvenue bébé. Et effectivement, je dédie un épisode entier sur cette question de connaître le sexe avant la naissance, avec des statistiques qui effectivement sont absolument hallucinantes. Je ne pensais pas que j'étais si minoritaire de ne pas vouloir connaître le sexe. Ça a un impact
On s'en doute, mais finalement, il y a très peu d'études qui ont été faites dessus. Et c'est un des points lorsque j'ai fait mon podcast où j'ai eu le plus galéré. Je ne comprends pas, ce sujet n'intéresse personne. Il y a pratiquement, on a trouvé des études, à force de chercher sur Internet, on a trouvé des études, certaines assez vieilles, genre une trentaine d'années. Et en fait, c'est un point noir, c'est juste quelque chose dont personne ne parle. Quand je cherchais sur Internet, je trouvais rien. Dans les études scientifiques, pratiquement rien aussi. C'est comme si... alors que c'est hyper récent en fait de connaître le sexe de l'enfant. C'est, je veux dire, à l'échelle de l'humanité, les parents ont toujours réussi à se projeter sans ça, sauf depuis 40 ans. Donc voilà, si ça vous intéresse, je crois bien que c'est le seul contenu en français sur le sujet. Je voulais juste rajouter un truc. Quand avec mon mec, on a commencé à se poser ce genre de sujet, à parler à notre fille, dont on voulait parler à notre fille très tôt, parce qu'elle a un peu plus de 2 ans. Une des raisons pour lesquelles on s'est dit que c'était utile, c'était pas juste aussi parce que on voulait l'éduquer à être tolérante et à ce que sa norme, en fait, ce soit le tout. Mais c'est aussi parce qu'on s'est fait la réflexion qu'on s'est dit que si ça se trouve, elle, en fait, en grandissant, ça se trouve, elle va aimer les femmes ou tout le monde. Ça se trouve, elle va pas se considérer femme. Et en fait, on s'est dit, si jamais c'est quelque chose qui lui arrive, on veut pas qu'elle pense qu'il y a quelque chose qui va pas chez elle. Et en fait, nous, on s'est dit qu'on voulait pas que pour elle, ce soit un événement qu'il faut qu'elle prévoie, genre de nous le dire, par exemple. Ah, mais la représentation, c'est super important. Ouais. J'ai un peu le seum parce qu'il a fallu une hétéro pour rappeler quand même un des points les plus importants de genre. Oui, c'est pas que pour nous les parents, c'est aussi pour les enfants, que les enfants sachent qu'ils peuvent être qui ils veulent. Voilà. Ouais. Merci les hétéros. Non, mais c'est très important de pouvoir voir des représentations. Enfin, moi, je sais que j'ai grandi dans une famille super, c'est horrible de dire ça, mais ouverte. Comme si c'était genre waouh. Et c'est pas pour autant que j'ai pas attendu, attention, breaking news, mes 27 ans, pour dire by the way, les gars, ça fait 5 ans que je vis à New York et j'ai quelque chose à vous dire. et ouais, alors qu'en fait, on m'a dit, avec tes parents et tes sœurs, il n'y a pas de. Oui, mais quand même, quand t'as pas les représentations, tout ça, moi, à chaque fois, je dis, j'ai grandi avec la seule représentation, c'était Josiane Balasco dans Gazon Maudit, que j'ai trouvé top, hein. Du haut de mes 7 ans, franchement, j'ai beaucoup aimé Josiane Balasco. Mais ça fait quand même peu de représentation. Donc, quand tout petit, t'as les livres, t'as les histoires, t'as les séries, tout ça, d'un coup, tu te dis, OK, c'est vraiment possible. Et c'est pas juste une histoire dans un coin, quoi. Moi, en vrai, c'est ce que j'aime aussi. C'est le petit côté militante en moi. Mais c'est ce que j'aime dans le fait que notre fille, à l'école, quand on va la chercher, elle crie « Ouais, il y a mes 2 mamans !» Parce qu'en fait, pour au moins tous les enfants de sa classe, c'est la petite graine de on peut être un couple de femmes, on peut être des parents LGBT. Et la petite graine, elle est plantée déjà dans la tête d'enfants tout petits. Et je me dis, voilà, on est des petites semeuses de graines. Ça va beaucoup avec la PMA aussi. Mais on est des petites semeuses de graines comme ça. Et voilà, ça me ravit un peu, je dois l'avouer. Trop bien. Et un immense merci en tout cas pour votre temps et votre présence, à vous 3 et aussi à vous toutes et tous. Et puis une bonne soirée et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.